Oui, bonjour et merci, merci Martin et merci aux autres hôtes pour cette invitation. Je me sens vraiment honorée d'être parmi des anthropologues éminents. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais je pense que votre initiative est très, très passionnante. Donc, je suis ravie d'apprendre qu'elle existe et tous les sujets très spéciaux que vous traitez. J'ai j'ai beaucoup d'admiration. Mon sujet, je pense que c'est un petit peu plus mondain. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais je vais partager ma passion et mon intérêt pour les questions d'intégration interculturelle. Donc, je travaille au Conseil de l'Europe, que certains d'entre vous savent peut-être que c'est une organisation intergouvernementale du style de l'ONU, mais pour le continent européen, avec 47 pays membres. Et son mandat principal est sur les questions de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit. Et dans ce cadre, le Conseil d'Europe mène plusieurs initiatives concernant les différentes politiques publiques, différents domaines, afin d'innover, développer de nouvelles idées, de nouvelles actions, de nouvelles méthodologies politiques aussi, et même de nouvelles philosophies politiques. Donc, je vais vous en parler d'une dans cette présentation. Je ne sais pas si le PowerPoint va s'afficher ou c'est moi qui ne le vois pas, mais En principe, il devrait être visible, non? moi, je ne le vois pas. On voit un écran noir. Vous voyez un écran noir. Oui, même chose de mon côté. OK. Voilà, donc je commence et dès que ça s'affiche, on pourra changer les... Deuxième essai. Oui. Ça ne fonctionne pas plus? Ça, c'est nouveau comme problème technique. Je pense que je n'ai jamais vu celle-là. Bon, regardez. Peut-être que je vais, si vous voulez, je peux essayer, moi. Oui, essaye, parce qu'on a mis le partage d'écran. Alors, Window, c'est là, Share, ça marche? Oui, Bon. c'est bien. Je mets juste le plein. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah, voilà, comme ça? Très bien. Oui, c'est très bien. D'accord. Ça part. Ok, parfait. Ok, donc l'intégration interculturelle, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est né du croisement de la théorie de l'interculturel. Je ne sais pas si Bob ne va pas me corriger. Je ne sais pas si la théorie d'interculturel existe en tant que telle, mais moi, je pense qu'elle existe. Elle a émergé de plusieurs disciplines académiques, de l'anthropologie évidemment, des études culturelles et même de la pédagogie, en tout cas en Europe de l'éducation interculturelle. Et donc, le croisement de ces théories de l'interculturalisme d'un côté et de la théorie de politique d'intégration. Et elle a apparu comme concept au début des années 2000, lorsque, en Europe en tout cas, mais je pense aussi plus largement, beaucoup de questionnements ont été levés concernant l'efficacité, l'échec ou non des politiques d'intégration des migrants, des politiques de gestion de diversité au sein des sociétés qui sont ouvertes et qui participent au mouvement cross à travers les frontières de population. Il y a beaucoup de voix qui sont levées, des éminentes personnalités politiques notamment, pour dire qu'en particulier le multiculturalisme n'a pas réussi autant qu'on espérait et que face au succès grandissant de différents types de populisme de droite, de la xénophobie, de nativisme, mais aussi face à de sérieux problèmes réels au sein de la société d'une cohésion, d'égalité d'opportunités et d'égalité tout court entre les autochtones et les personnes issues de l'immigration, il fallait trouver de nouvelles voies.
Et donc, le Conseil de l'Europe s'est emparé au début des années 2000, enfin autour des 2008, de cette question et a commencé à réfléchir avec un groupe de villes pionnières européennes au début, mais de plus en plus des villes du monde entier, y compris d'ailleurs au Canada et à Québec en particulier, de développer un nouveau modèle, une nouvelle paradigme d'intégration. Parce que notamment le multiculturalisme n'avait pas rempli les espoirs d'une société à la fois égalitaire, prospère et cohésive. Mais d'autres approches alternatives, par exemple le modèle républicain en France, ou qui est aussi appelé le modèle assimilationniste, avait d'autres défauts. Et les différents défauts de ces modèles, en fait, tournent autour de questions de culture, de place de la compréhension et de positionnement par rapport à la culture, à la différence culturelle, dans le contexte des politiques d'intégration. Ces deux modèles, l'assimilationnisme et le multiculturalisme, ont quelque part une conception de la place de la culture dans l'intégration. Peut-être que c'est des conceptions limitées et pas très sophistiquées, mais elles en ont. Et elles sont pratiquement diamétralement opposées. L'approche assimilationniste met l'accent sur la citoyenneté, les droits citoyens, l'accès aux droits et l'égalité par ce biais, tout en laissant les questions de culture, de différences culturelles pour la sphère privée. Donc l'approche assimilationniste refuse quelque part de gérer ouvertement, directement les questions de différences culturelles, les conflits culturels, par des outils des politiques publiques, parce que ce n'est pas quelque chose propre à l'État. Et on peut aussi le comprendre. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, à l'issue de beaucoup d'atrocités totalitaires où des instruments de l'État ont été mis en œuvre afin de définir quelque part culturellement aussi la société, on peut très bien comprendre cette frilosité par rapport à l'utilisation des politiques publiques pour gérer les questions de culture de société, de culture de groupe, de relations entre groupes. Ben, en même temps, si on ne gère pas, c'est aussi une forme de gestion. On laisse les choses se gérer eux-mêmes. L'approche multiculturelle prend la diversité culturelle au sérieux, mais d'une manière très restreinte, parce que presque plus anthropologique, je dirais, parce que l'approche multiculturelle, en tout cas, et je caricature évidemment, parce qu'il y a beaucoup de types de multiculturalisme à travers le monde, mais en tout cas en Europe, en Angleterre, aux Pays-Bas, le multiculturalisme défend le droit des personnes et des groupes d'avoir leur culture, leur identité culturelle, de la préserver, de la transmettre à cet héritage, à leur descendance. Mais l'importance de ces cultures est réservée à ceux qui les portent. Donc, en fait, la diversité culturelle n'est pas vue comme un atout et une richesse pour la société tout entière. C'est juste le droit d'avoir sa propre culture et son identité qui est préservé dans la politique, et aussi il y a des outils qui sont évidemment mis en place pour aider les personnes et les groupes à jouir et à transmettre leur culture. Donc d'un côté, ces deux modèles sont vus comme déficients quelque part, pas suffisants. De l'autre côté, la compréhension même de ce qui est l'intégration est restrictive et biaisée. Parce que dans les modèles traditionnels de politique d'intégration, même si elles ne sont pas pensées comme modèles, parce que souvent, c'est assez récent en fait qu'on pense des politiques d'intégration sous forme de modèles. D'habitude, c'est des pratiques, des actions, des règles, des législations ou des actions qui sont juste comme ça mises en place un peu en vrac et au gré des majorités politiques. Mais dans la pratique, les politiques d'intégration ciblent d'un côté les migrants
eux-mêmes en leur donnant accès à un certain nombre de services afin d'accroître leurs compétences linguistiques ou bien professionnelles, de leur transmettre certaines valeurs ou bien au moins de faciliter l'acculturation locale et de modéler certaines attitudes, ou au moins, ça c'est le but affiché de ces services. De l'autre côté, il s'agit de donner ou pas accès à certains droits et prestations sociales et de transmettre certaines obligations aux migrants. Donc tout ça constitue le gros des politiques d'intégration, mais il y a une chose essentielle qui est oubliée et qui, à mon égard, constitue vraiment la pièce centrale de l'intégration, c'est le inter, la relation. Les liens qui se construisent ou qui ne se construisent pas entre la société d'accueil et les nouveaux arrivants, les deuxième, troisième générations, le sens d'appartenance, la confiance, social trust, la solidarité et la réciprocité et le respect culturel, mutuel qui doit s'installer. Et tout ça, en général, et dans la plupart des cas, ne fait pas partie du brief ou des buts des politiques d'intégration. Et c'est pour ça aussi qu'elles ne sont pas vues comme avoir eu énormément de succès dans les dernières décennies. Et en fait, le modèle d'intégration interculturelle a émergé afin de répondre à ces deux problématiques. D'un côté, de trouver une expression et une compréhension beaucoup plus équilibrée du rôle de la culture dans le processus d'intégration. Et deuxième, afin de focaliser les politiques d'intégration sur le inter, sur la relation, sur la construction de la relation entre les différentes composantes de la société. Et ce modèle est souvent, maintenant on le présente sous forme de 3 principes piliers, les principes de diversité, égalité, interaction. Je sais que dans l'Institut, dans les cours de Bob, on parle de diversité, égalité et dialogue, ou diversité, je ne sais pas, c'est 3D. Diversité, discrimination, dialogue. Mais ouais, c'est après les mêmes idées. Oui, c'est la même chose, c'est juste des mots différents, c'est des petites nuances. Et vous pouvez me dire, et je pense que les gens souvent pensent, qu'est-ce qui est nouveau? Enfin, diversité, on en parle depuis toujours. Égalité, c'est devenu vraiment le staple, c'est devenu la pièce principale de nos sociétés démocratiques, en tout cas égalitaires. Bon, l'interaction, c'est un peu différent, c'est un peu nouveau et c'est ce qui distingue, à vrai dire, la nature propre du modèle interculturel. Mais l'important de tout ça, c'est l'équilibre entre ces 3 piliers et les relations qu'ils ont entre eux. Parce que les autres modèles, comme on l'a vu, mettent l'accent soit trop sur l'égalité en négligeant la diversité ou l'inverse. L'intégration est quelque chose qui n'est pas du tout conceptualisé. Et donc, en fait, de penser ces 3 principes en lien entre eux, parce qu'ils se définissent mutuellement, ils se soutiennent mutuellement aussi, c'est quelque chose qui constitue le modèle. Et je pense que ces questionnements au début des années 2000, lorsqu'on a questionné la valeur du multiculturalisme, ont au moins eu le mérite de nous pousser à penser de l'intégration et de la gestion de la diversité en termes de modèle et pas en termes de pratique comme ça dans le cours des actions. Ces idées, évidemment, sont éminemment idéologiques, mais elles reposent quand même sur un certain nombre d'études. Il y a beaucoup de données actuellement et depuis plusieurs années qui démontrent la valeur intrinsèque de ces grands principes, de mettre ces grands principes au cœur des politiques publiques. La réduction de l'inégalité a été prouvée d'être un moyen d'améliorer la qualité de vie pour tout le monde. Une société plus égalitaire contribue à un meilleur bien-être de tout le monde.
Ça, c'est une chose acquise, au moins par la plupart des penseurs et dans beaucoup de mouvements politiques aussi. Autre chose, c'est de le réaliser en pratique, mais c'est déjà établi que l'égalité est une valeur de base dans les sociétés démocratiques et avancées. Deuxièmement, la diversité a aussi été démontrée comme une source de croissance, de dynamisme, d'innovation, d'attractivité, etc. Et même pas uniquement dans le monde économique, mais en général pour la résilience aussi des sociétés, parce que tout comme pour le monde vivant et l'écologie, la diversité est le facteur fondamental pour la résilience et la résistance aux crises. Troisièmement, l'interaction. Donc, le troisième pilier, l'interaction, c'est, on le verra juste un tout petit peu plus tard, c'est la source de la confiance sociale. Je ne sais pas si on peut dire confiance sociale. Moi, c'est social trust, c'est le terme dont je pense, et je pense que la confiance sociale, c'est la traduction en français, mais en tout cas, la confiance sociale a été démontrée pour contribuer à énormément de biens sociaux, y compris la croissance, l'efficacité des marchés, la stabilité démocratique, l'intégration sociale, la coopération, l'harmonie, etc. Et là, encore en Europe, au moins, on a beaucoup d'enquêtes, mais il y a énormément d'études qui existent à ce sujet. Donc, ces trois principes contribuent à des sociétés plus cohésives, plus avancées, plus stables. Donc, les mettre tous au fond des actions, des politiques d'intégration fait beaucoup de sens. Maintenant, en passant à un niveau un tout petit peu plus action, plus centré sur l'action, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique pour les politiques d'intégration? Tout d'abord, penser les politiques d'intégration en se fondant sur les atouts ou les actifs que les migrants portent avec eux et pas sur leurs déficiences ou leurs manques. Ce qui est souvent le cas. On construit les politiques, les institutions, les programmes d'intégration autour de ce que les migrants n'ont pas. Et on ne se soucie pas à savoir ce qu'ils apportent en tant que talent, en tant qu'expérience, en tant que compétence. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, dans des pays comme l'Australie et le Canada, où il y a une immigration beaucoup plus choisie. Ces questions sont beaucoup prises en compte, mais en Europe, certainement, ce n'est pas le cas. Les politiques d'intégration se soucient surtout à combler les déficiences que les migrants n'ont pas, parce que le mythe est que les migrants sont par définition peu éduqués, qui ne parlent pas la langue et qui manquent certaines valeurs et pratiques de citoyenneté, ce qui est d'ailleurs démontré ne pas être le cas pour une grande partie d'entre eux, mais bon. Deuxièmement, les politiques interculturelles, dans leur discours, mais aussi dans la mise en pratique, cherchent à promouvoir l'atout de la diversité. Parce qu'encore une fois, on a démontré depuis longtemps que les sociétés diversifiées, les groupes diversifiés, les équipes diversifiées, sous certaines conditions évidemment, sont source d'innovation, de dynamisme et de développement. Et donc, du coup, quand on parle de politique d'intégration, on doit plutôt mettre un accent d'accroître et de favoriser ces atouts de diversité et pas sur la minimisation des risques qui, bien sûr, existent et pas seulement autour de la diversité. Bon, les risques existent dans la société en général. Un autre aspect important pour la pratique, c'est de ne pas concevoir des politiques d'intégration autour des catégories de personnes et surtout pas des catégories culturelles. Une chose très intéressante, je trouve, dans l'approche d'intégration interculturelle, c'est qu'on parle de culture de base. Donc, à la base, on parle de culture, on parle de relations entre les cultures, mais in fine, on veut que les politiques publiques pas rejettent, mais négligent en fait la culture finalement dans l'action finale.
il doit y avoir une compétence culturelle, une compréhension, mais en même temps, il ne faut pas que les politiques s'organisent autour de culture ou essayent de s'ajuster à des différentes cultures parce que le plus souvent, ces sources, donc ça mène à une stigmatisation et plutôt à une exclusion et ghettoisation qu'une vraie inclusion. Et finalement, les politiques interculturelles doivent chercher à accroître les liens, donc le bridging capital, le capital de coïncidence, plutôt que, comme souvent, multiculturalisme cherche à accroître les liens dans le même groupe. Et ceci aussi veut dire qu'il ne faut pas représenter des groupes culturels pour les besoins de politique publique et surtout pas les traiter comme entités monolithes qui n'ont pas de diversité interne et travailler avec eux à travers des représentants qui souvent ont un agenda puriste, un agenda de préservation plutôt qu'un agenda d'ouverture. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je voulais juste mentionner quelques études intéressantes qui démontrent combien l'atout de la diversité peut aller loin. On a établi, par exemple, que dans des quartiers ou des groupes, des sociétés où il y a plus de diversité, les gens sont plus ouverts d'esprit, ils sont plus heureux, ils sont en meilleure santé, ils sourient plus, mais aussi ils sont plus inclins à aider les autres. Il y a une étude très intéressante qui a été menée après le Manhattan Bombings, le marathon de Manhattan, sur les personnes qui s'étaient portées volontaires à aider les victimes. Et on a trouvé que ces gens étaient issus pour la plupart des quartiers plus diversifiés, plus populaires de New York. Et donc, on a établi que c'est ce type de personnes qui vivent dans des quartiers de diversité sont plus pro-social, donc ils sont plus orientés à aider les autres. Et encore plus intéressant, les Blancs, il se trouve que les Blancs sont le plus en sécurité dans des quartiers diversifiés et pas dans des quartiers ségrégés où vivent que des Blancs. Donc ça, c'est juste quelques détails anecdotiques pour illustrer l'atout de la diversité, mais c'est des choses qui sont importantes non seulement pour notre discours et pour le récit qu'on fait, mais elles sont importantes aussi, évidemment, par la pratique. Maintenant, pour revenir à l'hypothèse du contact, que Bob dira qu'elle n'est pas acceptée par tous les sociologues, elle n'est pas universellement admise comme acquis. Je pense que dans la pratique, on a démontré assez souvent que là où on cherchait et on avait les bonnes conditions pour que les personnes communiquent d'une manière positive à travers les différences culturelles, où ces contacts étaient réguliers et où ces relations avaient un but commun, une socle, la valeur commun de valeurs, cela contribue énormément à enlever les préjugés, à effacer les préjugés et évidemment, à travers ça, diminuer la discrimination et accroître l'égalité et le respect mutuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de placer le but d'accroître le contact entre les groupes au sein des politiques publiques? C'est ça, en fait, ça a été notre but avec le programme des cités interculturelles, avec les réseaux des cités interculturelles, c'est de trouver les formes, les actions politiques, les interventions qui peuvent amener à réaliser ce principe et aussi les principes d'égalité, diversité et interaction. Je vais très brièvement passer en revue ces grandes pistes pour l'action politique. Donc, il faut former, il faut trouver et aménager d'une certaine manière les espaces publics et les espaces privés où l'interaction peut se passer dans les meilleures conditions.
Mais on ne peut pas s'attendre, d'ailleurs, que l'interaction cross-culture va se passer de soi, que ça va émerger en soi et que va se passer d'une meilleure manière sans rien faire. En fait, il est clair aujourd'hui qu'il faut vraiment professionnaliser la gestion de ces relations interculturelles, de ces interactions, afin de s'assurer que la meilleure valeur ajoutée en sort et que les conflits qui sont imminents sont gérés, que ces conflits ne deviennent pas un obstacle, mais qu'ils deviennent un stepping stone pour le développement. Deuxième piste, c'est le partage de pouvoir. Ça veut dire évidemment diversifier toutes les institutions à tous les niveaux, des institutions élues, mais aussi les bureaucraties. Ça veut dire aussi professionnaliser la compétence interculturelle et la gestion de conflits et briser les stéréotypes par tout type d'actions éducatives, de communication, de campagnes, par l'exemple de relations interpersonnelles, etc. Quatrièmement, développer un récit, un narratif inclusif et reconnaissant de la valeur de la diversité. Et ceci à travers, évidemment, les actions, les récits des hommes et des femmes politiques, des leaders de toutes sortes, des médias, et mettre l'accent là-dessus dans les actions politiques. Je vais me dépêcher, je pense que j'en parle pas mal de temps déjà. Donc, les compétences culturelles et interculturelles, qui est la spécialité de Bob, je pense, en une de ses spécialités à tous les niveaux, et comment rendre la bureaucratie créative ouverte aux risques et ouverte aux nouvelles solutions, orientée vers les solutions. Et finalement, par le biais des financements et par le biais de partage de pouvoir aussi, soutenir surtout les personnes qui connaissent différentes cultures et sont prêts à créer des ponts et pas à œuvrer pour la auto-ségrégation culturelle. Nous avons mis en place plusieurs outils afin d'aider les responsables politiques à mettre en pratique toutes ces idées et principes. Un de ces outils, c'est l'indice des cités interculturelles, qui est un outil pour nous d'évaluation, de auto-évaluation pour les villes, pour les administrations des villes, pour les politiques dans les villes, qui leur donne la possibilité de voir où sont les points forts et les marges d'amélioration, de trouver des exemples inspirants des pratiques qui pourront les aider à s'améliorer. Mais aussi, c'est pour nous un outil de recherche. Et nous l'avons utilisé, pas nous, mais des équipes de recherche l'ont utilisé plusieurs fois. Et un des exemples, c'est une étude qui a été menée par le MPG, the Migration Policy Group, qui comparait les résultats des villes dans l'indice des sites interculturels avec l'enquête la qualité de vie dans l'Union européenne, et ils ont trouvé des résultats assez étonnants et très prometteurs. Ils ont trouvé que les villes qui étaient plus performantes selon l'indice des sites interculturels avaient des meilleurs résultats sur plusieurs niveaux, la sûreté publique, la perception de l'efficacité de l'administration, la perception des citoyens pour l'égalité et l'ouverture de marché de travail et le fait d'avoir accès aux plus de possibilités de travail, et aussi une meilleure satisfaction en qualité des services. Donc pour nous, ça veut dire que gérer la diversité et l'intégration d'une manière interculturelle est devenu un facteur de bonne gouvernance actuellement qui donne des résultats positifs dans beaucoup de domaines. Vous voyez de ce graphique les différents champs de cet indice et vous voyez qu'on est quand même, donc ça c'est les résultats collectifs de toutes les villes. On voit bien qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Sur tous les points, on est 50%, 60% au moins.
le domaine où le plus de progrès a été fait, c'est l'antidiscrimination, mais c'est le domaine le plus ancien aussi, où il y a quand même pas mal de choses qui sont passées, il y a pas mal de lois, de chartes, d'organismes, etc., de certification, de formation. Mais dans beaucoup d'autres domaines comme l'accueil, la participation, la médiation, etc., le multilinguisme, on est quand même loin du but. Et il faut continuer à partager, il faut continuer à avancer et trouver de nouvelles pistes politiques. Pour finir, juste illustrer encore de nouveaux données qu'on vient d'avoir d'ailleurs, de toutes les villes. Quand on demande si les villes ont une politique pour accroître la diversité des résidents dans les quartiers et éviter la concentration ethnique, on voit qu'il n'y a que 50% qui répondent qu'elles ont ça, ce type de politique, ou bien qu'il n'y a pas de concentration, mais c'est une petite minorité. Et tous les autres n'ont pas encore mis en place de telles politiques. Encore pire, quand on demande dans quelle mesure les employés des villes reflètent démographiquement d'une manière de leur diversité, la diversité de la population en général, il n'y a que 10% qui disent que c'est reflété à tous les niveaux hiérarchiques. Et 33% que oui, mais seulement dans les niveaux plus bas de l'administration. Donc, encore beaucoup de progrès à faire. Ça nous encourage quand même à essayer d'être meilleurs et de partager les pratiques et les idées à travers notre réseau et aussi avec des experts comme vous. J'espère que notre échange nous aidera à nous enrichir tous et à trouver de nouvelles pistes d'action. Merci. Et désolé d'être un peu long. Merci beaucoup, Mme Vitikova. Et on prend le temps que ça prend. Votre présentation a été extrêmement intéressante. Donc, un grand merci. Maintenant, je vais passer la parole à Bob White, qui va enchaîner, si je comprends bien, sur différentes approches un peu plus spécifiques à l'intérieur du cadre qui vient d'être défini. Merci, Martin. Tu as commencé comme un vrai anthropologue en disant que ça prendrait le temps que ça prend. Donc là, merci aussi, Irena. Super intéressant. J'apprends toujours des trucs quand je t'écoute faire tes présentations. Et puis, Irena et moi, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Moi, je suis un peu à l'extérieur du Conseil de l'Europe, mais on collabore beaucoup parce que Montréal est devenue ville interculturelle il y a une dizaine d'années. C'est un sujet qui était déjà commencé dans mes recherches. Donc, je commençais à m'intéresser aux travaux du Conseil de l'Europe. Je pense s'il y a un point intéressant à souligner, pour souligner un peu les similitudes ou les affinités entre les recherches que nous on fait au labo et puis les travaux présentés par Irena au Conseil de l'Europe, c'est cette idée que c'est très simple, c'est qu'une ville n'est pas un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de s'attacher et de se sentir inclus dans une ville que ça l'est par rapport à un État ou par un pays. Et donc, moi-même, j'ai vécu l'expérience de devenir Montréalais ou de devenir Quinois à l'époque. Et c'était beaucoup plus facile d'avoir un sentiment d'appartenance à la ville de Montréal que ça l'est à la province du Québec ou au pays, à la nation. Parce qu'il y a des enjeux politiques, ethniques, historiques très complexes. D'abord, mon grand-père était pasteur protestant, donc vous allez comprendre que... Je ne savais pas! Oui. Donc, c'est complexe pour moi d'être ici, travailler et vivre en français, dans un milieu post-catholique, si vous me permettez l'expression. Et donc, je voulais commencer par un deuxième constat qui est celui de la difficulté du travail dans un contexte depuis une vingtaine d'années où on se rend compte de plus en plus qu'il y a des malaises ou des écarts entre les approches. Il y en a à parler des approches et puis des modèles. Et puis donc, notre préoccupation pour cette séance aujourd'hui, c'était de mettre sur la table un peu un malaise qui est récurrent dans le monde de la recherche sur l'interculturel. C'est les rapports entre les approches interculturelles elles-mêmes et les approches antiracistes.
Parfois, on va appeler ça les approches anti-discrimination, mais anti-discrimination et antiracistes, ils sont très proches, ils ont beaucoup d'affinités. Au départ, même si en général, il y a beaucoup de discours très, très conciliateurs qui disent que les deux approches sont complémentaires, même si on reconnaît qu'il y a des personnes qui font les deux, selon le contexte de recherche, d'enseignement ou d'action, ben, ça ne change pas le fait que ces deux approches-là partent des traditions et des principes assez divergents. Ils agissent sur une temporalité qui n'est pas la même. Et même si on peut dire qu'ils ont la même finalité, on constate souvent qu'ils n'ont pas les mêmes méthodologies ou les mêmes concepts ou même les mêmes façons d'interpréter la situation actuelle. Donc, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que après le déclenchement de la première pandémie, celui en lien avec le COVID, ben, il y a une deuxième pandémie qui a enclenché et c'est celui du profilage racial et puis la mort de George Floyd, qui vient d'avoir une sorte de conclusion cette semaine. On est tous très émus par cette décision des cours aux États-Unis. Je pense que c'est la 8e fois qu'un policier a été accusé d'homicide. Et donc, on en parle beaucoup plus et dans notre équipe à nous, au Labrie, il y avait comme l'année passée, il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation, beaucoup je dirais, de détresse et puis de préoccupation. Et donc, on a commencé à parler de la situation, surtout en tant qu'interculturaliste, parce qu'on est impliqué dans des projets de recherche et d'action qui visent à faciliter l'inclusion. Mais face à une situation comme la mort de George Floyd, on se sent un peu petit. Et puis, on se faisait dire à l'époque, mais arrêtez de parler de vos histoires de dialogue. Là. On a comme des vrais problèmes à régler maintenant. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'atmosphère qui nous a mené à mettre sur pied un projet de recherche. Je vais l'afficher sur l'écran, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un projet qui vise à faciliter les dialogues sur la discrimination. Et donc, on l'appelle affectueusement, on l'appelle le projet 2D parce que dans nos autres projets, on utilise les 3D qui sont très proches du triangle que Irena a présenté. Donc, diversité, antidiscrimination et dialogue. Mais c'est les mêmes principes de recherche et d'enseignement. On s'est dit, mais étant donné qu'il y a toujours eu ces tensions entre les approches interculturelles et les approches antiracistes, on va carrément se pencher là-dessus. On va essayer de ramener ensemble des différents acteurs qui ont de l'expertise dans une approche ou dans l'autre, ou peut-être dans les deux. Et on va essayer de voir où se trouvent les écarts, où se trouvent surtout nos angles morts à nous. Parce que c'est vrai, quand les antiracistes disent que l'approche interculturelle est utopique ou elle est assimilationniste, ou ils disent que l'approche interculturelle, elle est, c'est quoi le terme, angélique un peu. Parce que principalement, ils considèrent que l'approche interculturelle n'a pas un modèle de pouvoir pour comprendre les rapports de pouvoir. Et on s'est dit, mais c'est vrai que pour nous, dans notre courant de recherche, parfois on a la difficulté à expliquer c'est quoi l'interculturel. Parfois c'est flou. Et parfois on a même la difficulté à expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec, quel est notre modèle pour expliquer les rapports de pouvoir. Donc on parle d'une approche interculturelle critique pour essayer de nous distinguer des Gérard Bouchard de ce monde là, qui voudraient que l'interculturalisme soit une affaire d'État. Nous, on dit non, c'est peut-être une affaire de ville, là, mais c'est certainement pas une affaire d'État, là, parce que la façon qu'il a mené le problème,
de mon point de vue, ce n'est pas interculturel. Mais donc, l'objectif du projet, c'était d'explorer les ponts et les barrières entre les deux approches pour offrir un terrain à la collaboration entre les approches dans la lutte pour la reconnaissance, la justice et l'équité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a une approche interculturelle ou une approche antiraciste. Ce n'est pas ça. On voulait ramener ensemble les différentes familles des approches interculturelles avec les différentes familles d'approches antiracistes et voir comment est-ce qu'ils peuvent réellement dialoguer entre eux pour ne pas rester à ce constat oh, ce n'est pas un problème, ils sont complémentaires, mais non plus pour ne pas ignorer le fait que les deux se comprennent pas. Et en anglais, on dit « they're at odds », qu'ils sont vraiment, comment je veux dire, il y a comme des écarts, des ruptures entre les deux qui se vivent souvent. Donc, on a monté le projet avec une visée interne pour regarder un peu nos pratiques du labo, mais aussi pour créer une série de dialogues qu'on pourrait ou non diffuser de façon publique. Pour l'instant, on a décidé de ne pas les diffuser, mais on a enregistré 6 dialogues entre des experts à Montréal dans différents domaines. Vous les voyez un peu ainsi, c'est Rachida Asdous, Réginald Fleury, Myrlande Pierre, Boshra Manaï, Maud Arsenault, Habib Elhaj, Fabrice Ville et Célia Benciali. Et sur cette page que je vais vous envoyer le lien dans le chat, si je suis capable de le faire, vous pouvez voir un peu la liste des liste des sujets qui ont été traités. Par exemple, les approches interculturelles, une réflexion épistémologique, les notions de privilèges blancs et alliés, l'apport des approches intersectionnelles, les expériences de la discrimination, puis deux autres qui n'ont pas encore été affichés, biais implicite et profilage racial. Donc, l'idée, à chaque fois, c'était de ramener ensemble une personne qui représente le courant interculturel et une personne qui représente le courant antiraciste. Mais à vrai dire, tous les participants sont un petit peu interculturels et un petit peu antiracistes. C'est juste qu'on a des tendances. Et dans le cadre du travail que nous faisons, on va utiliser certains outils. Par exemple, si je prends l'exemple d'Rachida Asdous, qui est membre de notre labo aussi, mais parfois, elle va appliquer une analyse antiraciste selon le contexte, par exemple, sur le profilage racial avec la police. Mais quand elle est en train de travailler, mettons, avec des juges dans les cours, mais là, elle va prendre une approche beaucoup plus interculturelle parce qu'il s'agit d'un changement organisationnel. Donc, je voulais vous montrer très vite un extrait d'entrevue que Irina et moi, on a fait avec Boshra Manaï, qui est elle-même membre de notre labo, mais aussi elle vient d'être nommée commissaire de lutte contre le racisme et discrimination systémique à la Ville de Montréal, qui est un très grand coup pour nous, pour elle, mais pour la Ville aussi. Et donc, Irina et moi, on a organisé une série de webinaires, dont celui d'aujourd'hui, pour parler de ces différentes approches dans l'action municipale. Donc, ça, c'est Boshra qui est géographe, PhD en études urbaines, immigrante elle-même ici à Montréal, mais maintenant qui a été nommée à titre de commissaire. Elle commence à prendre la parole publiquement souvent au nom de la ville de Montréal. Donc, vous allez entendre un peu l'inconfort exprimé souvent par les personnes dans le courant antiraciste. I just want to maybe say it in a different way. If the intercultural approach is used politically as a way to deny racism, I think it's a problem. I mean, and probably that's the thing that happened in Quebec. Can you tell us about that? That's a really interesting case, and a lot of anti-racist activists are still kind of reeling from that, and it's happened more than once. Can you explain how that plays out? I mean,
everyone in the room is probably aware of like the complexity of the Quebecer society. So we are having interaction nation to nation with Indigenous people in this land that doesn't belong to them. So I saw that Anne-Marie Livingston was asking a question about settler colonialism. So we are in this also in this conversation. We are having a conversation between a white majority of Francophone and Anglophone people, and Anglophone people are also diversified. We are having conversation with all the historical migration groups that came at the beginning of the century and others that came in the last, I don't know, like 40 or 50 years, composed by Francophones. So in Quebec, the conversation is, I think, one of the most complex one. It really is complex. Je suis d'accord avec ça, c'est super complexe. Et je vais comme arrêter le partage de ce vidéo-là, juste pour revenir un peu sur le propos. C'est une phrase très importante que Bouchra a dit, et puis que vous voyez que ça suscite beaucoup d'émotions pour elle. C'est que les gens qui travaillent dans le mouvement anti-discrimination, antiraciste depuis plusieurs années, plusieurs générations même, ben, ils ont vécu l'expérience comme activistes que l'approche interculturelle ou le dialogue interculturel soit proposé comme solution à des problèmes qui sont liés à la discrimination. Et ils vivent ça comme une forme de violence, comme ils le disent comme ça, parce qu'ils considèrent que si on n'est pas capable de nommer le racisme et de nommer la discrimination, ben, ça nous empêche de chercher des bonnes solutions. Et donc, il y a comme plusieurs façons que l'interculturel a été repris par les institutions publiques. Moi, je considère que la façon que le Conseil de l'Europe le propose, c'est beaucoup plus interculturel et beaucoup plus critique. Mais Bouchra fait référence au contexte du Québec et l'histoire de cet interculturalisme comme une réponse au multiculturalisme, mais un interculturalisme qui est teinté d'une histoire, je dirais, nationaliste ou au moins teinté par les craintes de cette majorité fragile francophone au Québec. Donc, je voulais juste terminer à vous montrer un petit... est-ce que je suis capable d'aller chercher ça? C'est un tableau que nous avons créé. Ça aussi, c'est en anglais. Je m'excuse pour que ce n'est pas encore traduit. Mais Irina et Bouchra et une autre collègue à nous, Lisa Tabor, on a essayé de opérationnaliser un peu les forces et les faiblesses des deux approches. Et donc ici, vous avez une liste. Je ne vais pas passer à travers au complet, mais au niveau des forces, que l'approche interculturelle met l'accent sur la communication comme source de conflit, accent mis sur les pratiques organisationnelles et puis surtout le lien qui se fait avec les groupes majoritaires. Je pense qu'Irina a fait allusion à ça. Un accent aussi sur le processus. L'approche antiraciste met lumière sur les effets systémiques de la discrimination. Il propose un cadre juridique pour comprendre les rapports de pouvoir, notamment les 14 motifs de la discrimination au Québec. Et il y a comme une capacité, avec ce sentiment d'urgence, il y a une capacité de mobiliser le public, ce qui est super intéressant. On trouve que l'approche antiraciste, c'est plus facile à expliquer que l'approche interculturelle. Au niveau des faiblesses, l'approche interculturelle est plus axée sur le dialogue et donc arrive difficilement à nommer les vraies choses et puis à être dans une confrontation nécessaire ou comme ils disent, d'avoir des conversations difficiles. Ça, c'est le langage des antiracistes. Le modèle pour les rapports de pouvoir, ce n'est pas super clair avec l'approche interculturelle. Et c'est une approche par étape, donc incremental approach.
L'approche antiraciste, de son côté, a quelques faiblesses aussi. C'est qu'il a la difficulté à faire des liens avec les groupes majoritaires, surtout avec les communautés blanches. C'est une approche par la confrontation qui est parfois nécessaire, mais parfois ça crée une position défensive du côté des groupes majoritaires. Le modèle des rapports de pouvoir est vraiment a tendance à réduire la situation à l'opposition, une opposition entre les oppresseurs et les victimes, et on sait que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il a tendance aussi à privilégier la race, les marqueurs identitaires de race par rapport à d'autres marqueurs, par exemple classe sociale ou genre. Et souvent, il a tendance à blâmer les groupes majoritaires et les situer en dehors de la recherche de solutions. Donc, je pense que je vais fermer cet écran-là. On peut revenir au tableau si vous voulez. C'était juste à titre d'information et puis vous donner une idée sur les différentes types d'analyses qu'on a commencé à faire dans le cadre du projet. C'est un projet qui est universitaire, mais en même temps, je dirais, engagé avec nos contacts avec le Conseil de l'Europe, parce qu'en même temps que nous, au labo, on fait des dialogues internes et une réflexion interne, il y a cette série de webinaires que Irina et moi, on organise pour que les gens qui travaillent dans les villes puissent réfléchir sur les deux approches et comment s'assurer que, même si on est ville interculturelle, comme Montréal et Sherbrooke, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on n'est pas en train de reproduire ces images un peu utopiques qui ignorent la réalité de la discrimination systémique à l'échelle municipale. Je vais arrêter là et puis je pense qu'il y a nos collègues qui veulent réagir à tout ce contenu. Merci beaucoup, Bob. Encore une fois, présentation très stimulante et intéressante. Comme on avait prévu une sorte de dialogue avant d'élargir la séance de questions, je pense que je vais redonner la parole à Mme Guidikova pour simplement réagir à ce qui vient d'être dit et voir si le dialogue s'amorce et après ça, on laissera les autres voix s'exprimer. Merci. Merci, Bob, de rappeler son antagonisme. Je ne sais pas si c'est un vrai antagonisme ou c'est un faux antagonisme qu'on cherche pour nous amuser, mais c'est vrai que, oui, Mob Dani, un de nos experts à Barcelone, dit que c'est de plus en plus difficile, que le travail interculturel est de plus en plus contesté par les mouvements antiracistes. Oui, c'est une mouvance politique, mais sur le fond, de plus, parce que c'est vrai qu'on a fait ce tableau il y a un moment, mais quand maintenant je l'ai revu, j'ai tellement de trucs que je trouve que c'est pas vrai. Par exemple, on dit dedans que l'antiracisme a une approche systémique, mais l'interculturalisme a aussi une approche systémique. Ça couvre tous les domaines politiques et verticalement toutes les sphères de pouvoir et tous les types d'acteurs. Donc, franchement, plus systémique, tu meurs. Non, voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas la même définition. L'interculturalisme couvre du travail de la police municipale jusqu'aux crèches, les hôpitaux, le transport, le maire, les associations, enfin, les employeurs. Je suis vraiment d'accord avec toi. Les médias, peu importe. Deuxièmement, est-ce que l'interculturalisme n'a pas de modèle de partage de pouvoir? Mais si, j'ai dit une des pistes d'action, c'est le partage de pouvoir. Mais comment on le fait? Et on a des méthodes et des outils pour le faire. Enfin, je veux dire, dans tous les domaines. De diversifier les institutions, d'accroître la compétence interculturelle qui est quelque chose qui est plus complexe que le bias, unconscious bias training. Bon, peu importe. Et troisièmement, quand on dit le mouvement antiracisme a un modèle, conceptualise le pouvoir. Oui, mais le mauvais modèle. Parce qu'ils mettent l'accent sur les relations raciales, tandis que les vrais, bon, moi, un vrai marxiste, les vraies difficultés, les vraies problématiques sont dans l'inégalité sociale. Aujourd'hui, on discutait encore avec mon fils
je ne sais pas moi, de programmes des universités américaines pour donner des quotas pour différents groupes. Et ils disaient, OK, de donner des quotas, mais pourquoi sur la base de race? Ce qui se passe, c'est que tu donnes 20% de place pour l'université aux Noirs. Et ce qui se passe, c'est les Noirs les plus riches qui les ont ces places. Ce n'est pas les Noirs les plus pauvres qui les ont ces places. Donc, quelque part, c'est très biaisé cette approche. Je ne sais pas. Bon. Mais Irena, regarde, j'adore cette conversation. Bon, et je vais, comme d'habitude, comme Boshra n'est pas là, moi, je vais prendre… Oui, c'est pour ça que je suis aussi franche. Mais… Je vais prendre le chapeau antiraciste, OK? Parce que c'est un chapeau que je porte aussi. Et puis, je vais dire que, premièrement, n'oublie pas, oui, toi, tu penses que c'est juste pour s'amuser. N'oublie pas ce qui est arrivé à la ville de Barcelone il y a 10 ans, quand il y avait un changement politique. L'ancien maire était très en faveur de… Barcelone était célèbre pour son plan interculturel. C'était vraiment un truc super novateur et super intéressant. Changement politique. Et puis, il y a des antiracistes, décoloniales et puis des antidiscriminations qui arrivent au pouvoir. Et presque la totalité de l'équipe des fonctionnaires ont été changés. Il y avait une crise. Mais non, ils sont partis. Et Dani est en train de faire un troisième modèle interculturel. Donc, le retour. Okay. Donc, ça a des effets réels. Et dans l'action municipale, on sent qu'il y a des personnes qui sont plus dans un courant ou dans un autre. Ils se parlent parfois, mais parfois, c'est la même personne aussi. Là. Bon, sur ta question sur le systémique, je suis tout à fait d'accord, sauf que je dirais que nous avons différentes conceptions du systémique. Moi, je travaille sur le systémique tout le temps, puis je trouve que notre interculturel et l'anthropologie aussi, c'est comme une pensée systémique. Les antiracistes, ils utilisent le terme pour nommer un racisme, un truc particulier qui est un système qui reproduit le racisme. Mais pour moi, ce n'est pas une approche systémique, c'est un constat systémique. Troisièmement, sur la notion de race, tu ne peux pas quand même nier que certains marqueurs identitaires sont plus corsés et sont plus persistants que d'autres. Et donc, on le voit beaucoup plus ici en Amérique du Nord, peut-être, parce qu'on est… Non, parce qu'en Europe, on le voit, mais avec l'islam. Enfin, oui, je veux dire, on les Roms. OK, d'accord, mais moi, je parle de ce que Boshra a dit, settler societies, les Amériques, là, c'est des siècles de personnes blanches qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, et ensuite, on fait venir des personnes noires pour l'esclavage. Donc, c'est notre héritage continental, et ça se vit à géométrie variable, mais on ne peut pas juste dire, oh, les Américains, ils sont obsédés par ça. Non, c'est notre expérience. C'est notre conscience historique, le racisme. Et donc, c'est comme si on n'est pas capable de nommer cette discrimination-là, parce que pour moi, le racisme, c'est une forme de discrimination, bien, on ne peut pas nommer les autres. Et oui, il y a un problème avec l'égalité socio-économique et puis les classes sociales, c'est super important. Mais maintenant, c'est comme si la discrimination, le racisme systémique va nous permettre de… Parce que c'est le pire de tous, de mon point de vue, ça va nous permettre de nommer les autres et de peut-être avoir une plus grande conscience à une échelle plus large. Moi, ça ne me dérange pas. La question n'est pas uniquement de les nommer, la question, c'est de trouver des réponses. Ouais, et moi, je trouve que l'interculturalisme a plus de réponses. Moi, je pense que non. Non, je pense que oui. Bon, j'ai enlevé mon chapeau et puis laissé les autres parler un peu. Martin, merci pour ta modération. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez donné un bon air d'aller aux échanges et je vais tout de suite passer la parole aux personnes qui voudraient intervenir. Donc, je vous rappelle, vous avez juste à lever la main électroniquement parce que je ne vois pas tout le monde dans la galerie, puis ou intervenir via le chat. Et pendant que les questions se préparent, peut-être que des… Oui, Monder. Merci pour les conférenciers, enfin, pour vos deux interventions et puis pour cet échange aussi de point de vue animé. Et en fait, j'essaye un peu de relier les choses et puis d'essayer d'introduire un peu une réflexion en rapport avec le modèle dit multiculturaliste en Suisse, mais j'y reviendrai. Enfin,
je trouve que c'est un bon exemple pour montrer que la question du multiculturalisme, de l'interculturalisme pose le problème, de mon point de vue, enfin le problème, bien sûr, ça a été dit, des rapports de pouvoir, enfin, du modèle de pouvoir, et puis tout à l'heure, justement, Madame Irina a parlé de partage de pouvoir. Moi, je trouve que, et là, ce que je vais faire, c'est au fond un peu une critique du multiculturalisme, qui est une notion, bon, qui a été critiquée, bien sûr, dans la théorie anthropologique sociologique, mais qui reste un mot valise, qui reste un fourre-tout, presque une clé de sésame, ouvre-toi, et on l'utilise à toutes les sauces. Et le problème du multiculturalisme, pour le contraster avec l'interculturalisme et pour le contraster avec votre approche, c'est que justement, il juxtapose les diversités sans jamais penser les diversités ou les entités ou les unités selon le principe hiérarchique qui les organise. C'est-à-dire que, bon, et cette critique que je fais du multiculturalisme, à savoir qu'il est aveugle sur le principe hiérarchique et les rapports de pouvoir, je le fais aussi pour le modèle républicain assimilationniste à la française. Lui aussi, il occulte le principe hiérarchique, il occulte la dimension intersectionnelle pour présenter la citoyenneté comme égale de façon universelle partout. Et je pense que là, il faut introduire la dimension de la hiérarchie parce que ça nous permet d'aller au-delà, enfin, du relativisme naïf et sociologiquement faux qui prétend que toutes les cultures sont égales. On sait bien que toutes les cultures ne sont pas égales. La culture dominante, ou en tout cas certaines, sont plus égales que d'autres. Donc, c'est vrai qu'on est en face d'un problème de rapport de pouvoir, d'un rapport bien sûr, rapport de pouvoir qui suppose les inégalités sociales, qui suppose dans une perspective marxiste les rapports sociaux, mais qui suppose quand même aussi la dimension intersectionnelle que le marxisme, ou que, disons, une approche purement économique ou politique n'a pas réglé par rapport au féminisme aussi, puisqu'on a dit, mais enfin, le principe d'égalité suffira, ou avec le temps, on va arriver à l'égalité. Alors, je prends l'exemple de la Suisse. Hein. Moi, ça m'a toujours frappé pendant longtemps, enfin, jusque dans les années 70, 80, 70, 80, on parlait du modèle fédéral en Suisse. Le modèle fédéral, c'est un principe hiérarchique qui organise les cantons entre la diversité, essentiellement linguistique et religieuse. Et c'est le principe de la territorialité, c'est-à-dire dans la Constitution de 1872, la Constitution moderne de la Suisse, on définit dans la Constitution des frontières territoriales sur le plan linguistique, sur le plan religieux, et c'est comme ça qu'on a organisé la diversité. À un tel point d'ailleurs que cette diversité a été organisée selon le principe fédéral, mais en tenant compte de la défaite des catholiques contre les protestants du Sonderbund. Donc, ce qui fait qu'on a introduit au niveau de la Constitution une égalité, mais fondée sur l'inégalité qui est le produit d'une guerre de religion qui est à l'origine de la Suisse moderne. Au point que jusqu'en 1936, les clochers catholiques étaient interdits dans le canton de Vaud protestant. Alors, c'est juste pour dire que depuis que le multiculturalisme est devenu une notion un peu à la mode et galvaudée, on a commencé à parler en Suisse de modèle multiculturel, ce qui est complètement faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle culturel. Ce n'est pas le fait qu'il y a beaucoup de diversité. C'est vrai qu'en Suisse, on a 30% d'étrangers qui viennent d'Europe, mais aussi, surtout d'Europe, à cette immigration contrôlée ou choisie. Mais ce surcroît d'étrangers, en fait, n'a pas abouti à une société multiculturelle ou interculturelle, c'est-à-dire où on va organiser, comme vous l'avez dit, selon un certain nombre de principes d'égalité, de non-discrimination, etc. Au contraire, cette diversité a été intégrée selon le modèle territorial, selon le modèle fédéral. Et quand on est étranger, on habite un canton, on habite une commune, si on devient suisse, on devient vaudois, enfin lausannois, vaudois, donc territorialement francophone, et je dirais sur le plan symbolique protestant, parce que c'est un catholique à l'origine protestant. Donc voilà, en fait, c'est juste pour dire que cette question d'interculturalité me renvoie à la question de la multiculturalité, me renvoie à tous ces problèmes en fait, auxquels nous sommes confrontés et dont on ne sait pas très bien que faire si on ne passe pas par une réflexion qui tient compte du principe de la hiérarchie et du principe des rapports de pouvoir.
Et c'est pour cela que l'intersectionnalité est importante, mais pas suffisante, quoi. Enfin, il faut aussi intégrer les rapports de classe, quoi, en fait, les rapports sociaux, le travail, etc. Enfin voilà, c'est juste vraiment des réflexions à chaud par rapport à vos deux interventions qui sont extrêmement stimulantes et ce débat aussi que vous avez à l'intérieur de votre discipline et de votre recherche entre les antiracistes d'un côté, les interculturalistes. C'est vrai qu'on ne sait plus très bien sur quel pied danser et comment concilier toutes les positions, quoi. Voilà, donc c'est juste en vrac un certain nombre de remarques. Donc, Irena, Bob, est-ce que... Oui, justement, je voyais la mosaïque quand tu parlais, Mondaire, là, le fameux mosaïque multiculturaliste du Canada. Au Canada, ce n'est pas juste des idées floues, là, c'est une politique, c'est balisé par la loi, c'est super bien encadré, là, c'est financé, mais l'interculturalisme n'a pas le même statut officiel au Québec parce que ce n'est pas balisé ou ça n'a jamais fait l'objet d'une politique officielle. Mais quand même, la critique que tu mènes, c'est exactement ce que les Canadiens français disent par rapport au multiculturalisme. C'est que le multiculturalisme à la canadienne, il est aveugle à son propre statut de pouvoir dans le modèle multiculturel. Donc, l'image que je porte souvent, c'est le mosaïque qui tout le monde aime. Et puis, les Canadiens sont super fiers du multiculturalisme. C'est comme il y a des recherches qui ont montré que les Canadiens sont plus fiers de ça que du sirop d'érable ou du hockey. C'est comme vraiment un truc qu'on aime beaucoup, là. Mais quand on pense à l'idée du mosaïque, on ne pense jamais que c'est quelqu'un qui a cassé des morceaux pour faire un mosaïque. Et donc, le cadre autour du mosaïque, on ne le voit pas, on voit juste les morceaux. Donc, oui, unis dans la diversité, mais c'est qui a décidé qu'on était unis, tu vois? Et donc, je trouve que c'est un point très intéressant. Moi, je pense que effectivement, le multiculturalisme est un peu un dieu déchu, un peu partout, sauf au Canada. Mais il ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau de bain. Il y a tellement de versions de multiculturalisme. En plus, il évolue tout le temps. Moi, je trouve qu'actuellement, le multiculturalisme canadien est plus proche de l'interculturalisme que d'autres modèles multiculturalistes qui ont été qui ont existé ailleurs, parce que il a beaucoup d'efforts pour connecter les gens. Je pense qu'au Canada, il n'y a pas cette pensée en termes de groupe, il y a plus vraiment un peu d'individualisme dans tout ça. La question de citoyenneté est beaucoup plus présente que dans d'autres pays. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sacrifier l'idée de diversité multiculturelle à l'œil de certaines pratiques mauvaises. Et je pense que le problème du multiculturalisme, c'est qu'il a été instrumentalisé politiquement beaucoup, et surtout dans des endroits comme Québec ou Catalogne, où il a été utilisé comme un instrument pour afficher l'exception culturelle de la région, pour dire, voilà, nous, on est différents. Mais tout en étant différent, le modèle interculturel a été un peu dénaturé dans les deux régions, parce que quand vous dites il y a des cultures qui sont plus égaux, en Catalogne, la culture catalane est complètement sacrée. Elle n'est pas traitée en tant qu'égale aux autres. Et elle est certainement traitée comme supérieure à la culture castillane. Et je pense qu'un peu la même chose passe au Québec. Donc, quand on regarde la politique réelle, qu'est-ce qui se passe? L'interculturalisme entre le modèle et la réalité, c'est très, très différent. Il y a toujours le elephant in the room, je trouve. Quand je parle aux Catalans, je leur dis, OK, vous pensez que toutes les cultures sont importantes et égales, sauf les Catalans. OK, quelle est la logique de tout ça? C'est très, très, très politisé. Mais on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas faire exemption de la réalité politique.